un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast hebdomadaire qui vous explique les bases de la politique sans prise de tête et sans réforme ou personnage qu'on aura oublié demain, comme chaque lundi, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et votre application de podcast préférée. Eh bien, on échange sur la politique avec Nemo, que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Nemo. Salut Adrien. Ça va bien ? Ça va, on a une petite semaine de vacances, là, on revient à bloc. C'est vrai, on s'excuse pour la semaine dernière, tout simplement, on n'avait pas bien préparé, on n'avait même pas préparé du tout l'émission, plutôt que de faire une mauvaise émission, autant ne pas la faire. En tout cas, on essaie de faire qu'elle soit le mieux possible. Et alors, pour commencer, pour s'introduire au sujet du jour, pour ceux qui n'auraient pas lu le titre de l'épisode, petit extrait sonore. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent. Et vous l'aurez peut-être reconnu, c'était François Mitterrand, au Congrès d'Épinay en 1971. Un discours très critique vers le capitalisme et qu'on pourrait qualifier à gauche. Mais avant ce Congrès d'Épinay, c'était qui François Mitterrand, Nemo ? Alors, François Mitterrand, ça va être très compliqué de le résumer en une seule émission, surtout de 20 minutes. C'est surtout le seul président, je crois, qui a fait 2 mandats successifs de 7 ans. De septennat, ouais. C'est lui qui est resté le plus longtemps à l'Élysée. C'est le premier président issu des forces socialistes de la Ve République. Il n'y a eu que François Hollande qui l'a fait après lui. Et puis c'est aussi quelqu'un qui s'est fait connaître durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme qui a une vie incroyable au sens que elle a tellement d'étapes et il est passé par tellement d'endroits, etc. Il a été il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Il a été dans les gouvernements après. Il a également s'est beaucoup engagé sur les questions au niveau de la colonisation des anciens soldats. Et c'est un homme incontournable de la gauche socialiste. C'est quelqu'un qui a réuni autour de lui des personnalités multiples de la gauche, qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Fabius ou Michel Rocard et compagnie. C'est un président qui a marqué l'histoire de la Ve République, et c'est aussi dans l'histoire également un opposant au général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. C'est une personnalité complexe, multiple, et souvent réduite à un héros de la gauche socialiste. Sa vie est extrêmement complexe, à ce niveau-là. Alors on va essayer de simplifier, d'expliquer en 15-20 minutes, et c'est un sacré défi de résumer un personnage comme François Mitterrand. Parce que là, j'ai pas encore parlé des scandales de Mitterrand, des faux attentats, du Rainbow Warrior, de ses relations avec l'extrême droite. Enfin, c'est incroyable. C'est compliqué, comme on dit souvent dans Restons Polis. Pourquoi on en parle cette année ? C'est parce qu'en fait, en 2021, donc l'année où on enregistre ce podcast, Emmanuel Macron, le président de la République, a lancé une sorte d'année Mitterrand pour commémorer les 25 ans de sa mort, et donc notamment il allait se recueillir sur sa tombe à Jarnac. Service minimum quand même pour Macron à ce niveau-là. C'était en temps de pandémie, c'est pas simple. Effectivement, disons que l'affiliation entre Macron et Mitterrand est très 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 compliquée.
Et je suis pas tout à fait d'accord, mais on verra ça plus à la fin. C'est pas une critique, hein, c'est juste pas la même époque, hein, tout simplement. Oui, pas la même vie, pas la même époque, quoi. Exactement, justement, en parlant d'époque, donc pour rappel, il est quand même né en 1916, donc un peu, comment dire, pendant ce carrefour de la Première Guerre mondiale. Et donc oui, à la seconde, il a eu un rôle un peu flou dans le sens où il a été appelé sur le front comme tout le monde. Ensuite, il a dû travailler pour l'administration sous Vichy, sous Pétain, pardon. Il a ensuite été résistant, mais certains l'accusent que c'était pas vraiment un résistant de la première heure. Bon, je suis pas historien. Disons donc, que Mitterrand était très intéressé par le sort des anciens combattants. C'est-à-dire que ça a été un militaire. Il a été ministre d'ailleurs. Il a été à la ligne Maginot, hein. Je ne sais plus quel grade il avait dans l'armée, mais il a été dans la ligne Maginot. Il faut voir que Mitterrand, il vient de milieu catholique, nationaliste, conservateur. Il vient pas du tout de la gauche à l'origine, hein. Il vient d'un milieu riche, d'ailleurs, si je me souviens bien. Il fait des grandes études et il a une jeunesse, on va dire, très, très catholique, très classique. Et comme il a été au front et qu'il a un grade dans l'armée, il s'est toujours intéressé, en tout cas dans sa jeunesse, au statut des anciens combattants. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il participe à l'administration vichiste. Mais c'est vrai que son rôle est très complexe parce qu'il finira d'ailleurs il a failli se faire arrêter par la Gestapo. Et il finira par rejoindre De Gaulle, avec qui il aura des relations exécrables. On en parlera, ouais. Ouais, 2 emmerdeurs. Et voilà, donc effectivement, les relations de Mitterrand avec l'extrême droite et avec le régime vichiste ont souvent été utilisées contre lui, mais il faut dire que, comme beaucoup de choses pendant la guerre, c'est flou et c'est jamais très simple. Mais donc après la guerre, donc il a un parcours, quasi exemplaire en fait, très politique du XXe siècle en fait, puisqu'il a vraiment, donc, comme on l'a dit, il a été ministre des anciens combattants, il a été ministre des Outre-mer, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Justice, tout en parallèle en commençant son travail dans l'opposition face à De Gaulle, hein, notamment avec son ouvrage le coup d'État permanent sorti en 64, qui vraiment est un ouvrage de référence dans l'opposition au général de Gaulle, où il critique cette espèce d'omnipotence et ce pouvoir qu'exerce de Gaulle sur, on peut dire, la République française. Oui, puis Mitterrand, de manière générale, a été un anticommuniste comme il a été un anti-gaulliste clair. C'est-à-dire, c'était quelqu'un... Alors, je vais dire, c'était quelqu'un qui était au centre. C'est-à-dire, sur les questions, par exemple, de la colonisation, il n'était pas pour après, c'est toujours compliqué, parce que Mitterrand, il avait les mains dans le cambouis en permanence. C'est-à-dire qu'il a été à des postes où il a été obligé de faire des actions... je ne reviens pas sur la guerre d'Algérie, hein, où, par exemple, où son rôle, notamment dans des exécutions, est clair et net, hein, avec des postes à responsabilité, mais dans le même temps, Mitterrand, j'ai du mal à le voir comme quelqu'un qui n'avait pas des convictions. Parce qu'effectivement, il a fait plein de ministères, mais il s'est surtout intéressé au même thème, c'est-à-dire les anciens combattants, les colonies de la France, la politique étrangère, et il a délaissé tout ce qui était politique économique. Il n'a jamais été bon en maths ou en économie, et clairement, ça ne l'intéressait pas. C'était... je ne sais pas si c'est lui dont on dit qu'il est le dernier grand président, mais c'était quand même... C'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense de Mitterrand, c'est difficile objectivement de ne pas se dire qu'il a eu une vie incroyable en termes avec une multitude de responsabilités, de décisions à prendre. Et c'est justement une vie qui est extrêmement critiquable aussi parce que il s'est retrouvé face à plein de choix, plein de choix différents. Et donc ça a débouché donc sur une union de la gauche en 65, hein, donc un an après le coup d'État permanent, enfin l'ouvrage Le coup d'État permanent. Puis après, le programme commun. Par exemple, pour vous citer, j'ai noté un peu sur le programme commun en 72 différentes réformes qui étaient proposées. La réduction du temps de travail à 39 heures, le salaire minimum à 1000 francs à l'époque, la majorité à 18 ans, le congé maternité étendu à 16 semaines, retraite à 60 ans, gratuité des soins pour tous, nationalisation massive, hein, on est quand même, c'est un programme commun avec les communistes notamment, la planification économique, C'est-à-dire qu'il a réussi il détestait tellement De Gaulle, il voulait tellement accéder au pouvoir qu'il a réussi à s'entendre avec les communistes, alors que Mitterrand était résolument quelqu'un d'anticommuniste. Et oui, enfin, on le verra plus tard avec le... Certes, il a intégré des ministres qui étaient communistes par la suite, mais avec un... De Gaulle l'a fait aussi. Voilà, il y en a d'autres. Le programme commun, c'est vraiment le gloubi-boulga pour
aller conquérir le pouvoir, et il s'y est pris à plusieurs fois pour conquérir le pouvoir. Donc là, en 72, on est face à Giscard, et le fameux vous n'avez pas le monopole du cœur, qui n'emporte de Giscard. Je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur ce personnage. Et ouais, il a tenté de conquérir le pouvoir plusieurs fois. Disons que parfois avec des méthodes un peu troubles. Oui, et puis Mitterrand avait surtout au bout d'un moment lâché les gants parce qu'il l'avait analysé très bien, c'est-à-dire que la présidentielle telle qu'elle est organisée aujourd'hui est un boulevard pour la droite, puisque la droite s'y présente unie, alors que la gauche s'y présente avec une multitude de courants. Et il avait clairement dit, si on y va comme ça, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il était opposé, entre autres, à la Ve République. Il faut savoir que Mitterrand, c'est un homme qui a connu des traversées du désert, mais multiples. Il a été très, très populaire, très impopulaire, il a tout connu. Il s'est opposé au référendum établissant la Ve République, alors que celui-ci a été massivement approuvé par la population française. Oui, voilà, c'est un homme qui a les mains dans le cambouis. En préparant cette émission, c'est vraiment l'expression qui m'est venue. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait est clairement pas bien, pas moral au point de vue historique, mais on peut pas lui reprocher de ne pas avoir mis les mains dedans. Et c'est une personnalité, mais je pense que si tu es en face et que tu es jeune ou que tu n'as pas assez d'expérience, mais tu dois vraiment te faire dessus, quoi, parce que ce mec a tout vu, a tout vécu, et il avait une vision, et c'est très français, et c'est pour ça sans doute que De Gaulle le détestait, c'est-à-dire que, et d'autres d'ailleurs, c'est parce que quand il y avait un truc, il était têtu comme une mule, et il y allait, peu importe la méthode, peu importe les moyens, quoi. Et voilà, un des surnoms peut-être que vous allez entendre lors de cette année consacrée à François Mitterrand, c'est le surnom du Florentin, parce qu'on disait qu'un de ses livres de chevet, c'était donc Le Prince de Machiavel, où en fait on dit, un des trucs, c'est un peu la fin justifie les moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Le Prince de Machiavel, le dernier chapitre, c'est donc sur l'unité de l'Italie, donc pour Le Prince de Machiavel, et Mitterrand est très similaire avec cette unité de la gauche, où en fait le but c'est de gouverner. C'est de prendre le pouvoir. D'où le coup d'état permanent. Ah oui, c'est clairement, il avait établi... Après, il avait établi les règles. À partir du moment où les autres jouaient comme ça, il jouait comme ça. Peu importe. Et il se posait pas la question, qui est une question récurrente à gauche, qui est une question de la moralité de ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit gagner de façon morale ou pas ? Mitterrand ne gagne pas de façon morale. Je rappelle que lorsqu'il est élu en 1981, il bénéficie d'une alliance avec Jacques Chirac, qui est donc la droite, parce que Jacques Chirac, pour des raisons personnelles, ne veut pas envoyer ses électeurs à Valéry Giscard d'Estaing, empêchant ainsi Valéry Giscard d'Estaing d'accéder un second mandat, et je rappelle que c'est l'élection la plus serrée de la Ve République, ça se joue à quelques centaines de milliers de voix. Or, quand on est une personnalité comme Jacques Chirac, on peut très bien déplacer quelques centaines de milliers de voix par son influence politique. Donc, et d'ailleurs, Mitterrand l'avouera à Giscard peu avant sa mort. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien que lorsqu'il est élu, le mythe de la majorité des Français qui décident et machin, l'homme du machin, il sait très bien qu'il n'est pas ça, et il n'a jamais prétendu d'ailleurs. Et pour en revenir à Mitterrand au pouvoir, derrière, lorsqu'à un moment donné la droite menacera de reprendre sérieusement l'Assemblée nationale, il mettra en place la proportionnelle, non pas parce qu'il croit à la proportionnelle, mais parce qu'il préférera avoir quelques dizaines de députés du Front National, plutôt qu'une majorité de droite RPR, si je ne dis pas de bêtises de l'époque. Eh oui, c'est un technicien et un tacticien hors pair. On lui doit donc tout un tas de choses, alors qui ne sont pas forcément toutes dans le programme commun, mais notamment l'abolition de la peine de mort, ça c'est clair. On doit la libéralisation la libération plutôt des ondes. En 81, où les radios libres sont devenues légales. La fin... La peine de mort, c'est plus Badinter, en fait. C'est un peu comme Hollande et le mariage. C'était le programme. Ils sont présidents. Hein. Oui, non, mais ils sont présidents, c'est au programme, mais c'est pas des choses qu'il porte au fond de lui, en fait, si tu veux. Je pense pas que l'abolition de la peine de mort soit l'alpha et l'oméga de la vie de François Mitterrand, d'autant plus qu'il a jamais hésité à signer des condamnations à mort au moment des colonies, quoi. Dans des procès qui sont des procès expéditifs. On est d'accord. Après, Mitterrand avait dans la communication politique, on a parlé de la communication politique de Valéry Giscard d'Estaing, et François Mitterrand est intéressant parce que il a il faisait un peu du Apple avant l'heure. Apple, il se prononce jamais, sauf une fois dans l'année, quoi. Et Mitterrand, c'était ça. Ouais, c'est vrai. On laisse les autres prendre des coups, puis on arrive pour arriver. Non, mais moi je sais. Moi j'ai réfléchi. C'est pour ça que je parlais pas. Il fallait que ça infuse. Non, Mitterrand, chaque mot prononcé par Mitterrand, c'est un mot que veut prononcer Exactement. Mitterrand. Et c'est assez intéressant de voir, notamment je vous mettrai dans la description, cette interview de journaliste belge à propos de je sais plus quel scandale,
où il dit bah non, en fait, je répondrai pas à vos questions parce que juste j'avais pas prévu ça, quoi. Donc ce qui donne, enfin c'est là aussi les journalistes sont brillants parce qu'ils ont coincé Mitterrand à son propre jeu, quoi. Et Mitterrand, l'éloquence, hein. Je rappelle pas le passage avec Jacques Chirac au débat du second tour en 88. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est où Chirac lui dit, voilà. Où Chirac essaie de mettre un point en lui disant à ce moment-là, on n'est pas président, je suis pas Premier ministre, nous sommes Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac, et que lui répond, vous avez parfaitement raison, Monsieur le Premier ministre, qui est une déflagration. Et même si tu fais pause et que tu te dis qu'est-ce que je vais répondre, tu trouves pas en fait, parce qu'il n'y a rien à répondre à ça. Il l'a coincé. Enfin voilà, c'était Mitterrand, une vie complète à se battre. Donc forcément, derrière, l'autre avait 50 ans de retard pour le coincer, quoi. Exactement. Bon, alors ça a aussi donné une politique étrangère qui a marqué aussi la France, hein. On parle maintenant de politique gaulo-mitterrandiste pour un peu cette importance de la France et en même temps cette unité, ce côté un peu dans tous les bons coups et pas vraiment non plus. C'est très bizarre. Oui, voilà, la France-Afrique, c'est bien, hein. Ah oui, c'était Mitterrand, hein. C'était la France, c'était nationaliste, hein. Tout simplement, hein. Jusqu'à un certain point, on va le voir. Oui, parce qu'après, il a quand même contribué à la construction européenne. Il y a il y a la fameuse photo de la réconciliation avec l'Allemagne, ce genre de choses. Il n'était pas uniquement la France avant tout, mais c'était la France dans l'Europe malgré tout. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est justement, c'était parmi les autres trucs avant de passer sur le tournant de la rigueur. On lui doit quand même le traité de Maastricht notamment, qui a un peu mis une brique sur la construction européenne, qui est assez importante. Et juste pour le signaler, on doit aussi la première femme Premier ministre avec Édith Cresson, qui a pas fait long feu, hein, elle a fait 10 mois, mais voilà, disons que les remarques de Édith Cresson, c'était quand même... Ouais. J'ai comparé les Japonais à des fourmis ou je sais plus quoi. Et les Anglais à des homosexuels. Alors, oui. Sous-entendu que être homosexuel est pas bien, donc bon. Édith Cresson, c'est pas une expérience réussie, hein, non, malheureusement. Ouais. Et donc le tournant de la rigueur vers 83, où alors qu'on était pour de la nationalisation avant, et ben là, du fait de difficultés économiques à partir de 82, on enclenche une dérégularisation des marchés, la baisse des aides, notamment la construction, ce qui a un peu peiné l'économie, et des privatisations. Ce qui fera dire à Lionel Jospin, qui essaye d'être le successeur de François Mitterrand au PS à ce moment-là, qu'il y aura un droit d'inventaire du bilan ce que Mitterrand ne lui pardonnera jamais. Jamais. Il y a une haine entre Mitterrand et Jospin. Je ne sais pas si elle est à double sens. En tout cas, Mitterrand détestait Jospin à ce niveau-là. Faut bien voir qu'on parle de tournant de la rigueur parce qu'on parle vraiment d'un changement de politique global. C'est-à-dire, on parle vraiment d'une époque où on peut faire ça. C'est-à-dire 81-82, c'est une flanquée de mesures keynésiennes, donc des étatisations, des nationalisations de l'eau, de banques, de choses comme ça, de grandes entreprises. C'est également des lois sur le monde du travail. La 5e semaine de congés payés, c'est le début du premier mandat de Mitterrand. L'inscription des comités d'entreprise, les relations entre salariés et employés, c'est les lois... je vais retrouver. C'était des lois qui étaient écrites par Martine Aubry, d'ailleurs, au passage. C'est assez intéressant. Mais voilà, je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais peu importe, vous voyez, c'est des grandes lois sociales qui ont été adoptées, qui ne coûtent pas forcément très cher en pure forme, ces lois, mais c'est aussi ça, au bout d'un moment, ils avaient passé un certain nombre de mesures comme ça, et effectivement, ils se sont fait rattraper par la dette et le fait que les autres pays aux alentours ne faisaient pas la même politique, et du coup, ils ont été obligés de resserrer les cordons de la bourse, et du coup, de revenir de faire machine arrière, même si Mitterrand, je ne sais pas si c'était prévu, ou en tout cas si ça a été improvisé, mais lorsqu'il se fait battre dans les législatives suivantes et qu'on a les premières cohabitations en France avec la droite, il laisse à la droite un peu le soin de faire passer la potion amère à la population. Et c'est quelque chose, et c'est un peu vers ça que je voulais ouvrir la fin du podcast, puisqu'on va atteindre le temps imparti. J'ai l'impression qu'une partie de la gauche ne lui a jamais pardonné et du coup a toujours été complexée face à Mitterrand qui leur a permis d'atteindre une première fois le pouvoir et en même temps ça n'a pas laissé un bon souvenir.
il y a tout en fait, c'est ça, et ça dépend pas pour le coup de l'orientation politique actuelle. Tu prends quelqu'un comme Mélenchon qui, on peut pas dire, est au PS aujourd'hui, quoi, a une révération envers Mélenchon, envers Mélenchon aussi, envers François Mitterrand, qui est incroyable. C'est-à-dire c'est son mentor et ça se voit, s'il s'adresse à lui dans des discours, enfin c'est incroyable. Et il y en a d'autres effectivement parce que les mandats de Mitterrand et la vie de Mitterrand est extrêmement contestable. On n'a pas le temps d'en parler, mais le fait au moment où il organise une espèce de faux attentat contre lui pour se rendre populaire, le fait qu'il a fait couler un bateau de Greenpeace, l'affaire des Irlandais de Vincennes où il a monté une cellule antiterroriste à l'Élysée qui a fait des barbouzeries où au final personne sera réellement condamné. Il a fait écouter Edoui Plenel, il a fait écouter d'autres personnalités. Il supportait pas une certaine forme d'opposition de la presse. C'est une personnalité contestée. C'est un peu le mauvais diable en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont on a besoin pour être efficace, pour imposer des choses, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a pas peur de se salir les mains. Sauf que en fait, quand on fait appel à quelqu'un qui a pas peur de se salir les mains, après il faut assumer derrière. Et les héritiers de la gauche actuelle l'assument pas forcément. Et c'est un vrai débat qui va se poser parce que l'organisation de la Ve République que Mitterrand a combattue, donc la complexité elle est aussi là, imposait peut-être de passer par ces méthodes. Mais c'est un vrai débat. Mitterrand, c'est une personnalité fantastique et je vous conseille vraiment d'essayer de creuser un peu. Il y a des tas d'émissions de documentaires qui sont consacrées à Mitterrand et peu importe que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui reste très intéressant à étudier. Bon, j'allais conclure sur une toute dernière et après on va devoir se quitter. On voit que donc Macron cette année en 2021 donc lance une année Mitterrand. Qu'est-ce qui tient de Mitterrand, Macron ? Rien, il est président. Ok, d'accord. Macron n'a pas le même parcours de vie, c'est pas la même époque, il s'est pas fait élire du tout dans les mêmes conditions, au même âge, etc. Son programme n'a rien à voir parce que les défis sont rien à voir. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Pour moi, c'est juste ces deux présidents de la République, mais ils sont trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir faire des comparaisons. Effectivement, là où peut-être François Hollande était peut-être un peu plus proche de l'histoire de ce président du XXe siècle. François Mitterrand. Mais d'ailleurs, heureusement pour Macron qu'il n'a pas à se plonger dans des choix qu'a dû faire Mitterrand, quoi. Je veux dire, il a sûrement d'autres choix à faire, surtout en ce moment, mais voilà, quoi. C'est juste, c'est un nouveau président qui rend hommage à un ancien président. On est limite dans de l'histoire plus que de la politique à ce niveau. Ouais, mais après, on a bien vu sur l'année de Gaulle, donc l'année 2020, où il y a une sorte de réinterprétation du parcours de Gaulle à des fins politiques. Mais Mitterrand aussi. Oui, si, mais De Gaulle, tu peux pas. C'est deux grands monstres de l'histoire, deux grands bonhommes de personnes marquées, qui ont marqué l'histoire du pays. Et voilà, voilà, c'était vraiment pas pour tacler Macron pour le coup. Non. Mais en tout cas, on espère que cette émission vous a permis de un peu découvrir ce personnage et vous a donné envie de creuser. Je pense que cette année, en 2021, il va y avoir plein de documentaires, comme tu l'as dit, d'articles, de livres, etc., qui vont sortir sur sa carrière. On remercie déjà Nemo. Merci à toi, Nemo. Écoute, merci à moi. Et on remercie Suzekyo pour le générique, on remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Et je vais vous quitter avec cette citation justement de François Mitterrand qui disait un truc qui peut être intéressant pour Macron. En remplaçant la représentation nationale par l'infaillibilité du chef, je vais y arriver, le général de Gaulle concentre sur lui l'intérêt, la curiosité, les passions de la nation et dépolitise le reste. À méditer. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettant.